J'ai regardé le cercueil de mon père et j'ai senti ma sœur serrer un papier plié dans ma main. Quand j'ai lu ces mots, mon monde s'est effondré. J'ai découvert que toute ma vie avait été un mensonge et que je n'étais pas celui que je pensais être. Je m'appelle Aminata. J'ai 42 ans et je vis à Lyon depuis plus de 20 ans. Je suis née en Côte d'Ivoire, mais je suis arrivée en France enfant avec mes parents. Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à ce terrible jour au cimetière de Villeurbanne. Mon père, Jean-Baptiste, a été mon héros toute ma vie. Il travaillait comme électronicien dans une usine de la banlieue lyonnaise et ma mère Marie dirigeait une maison de retraite. Nous étions une famille simple mais très unie. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai grandi en pensant que Céleste était ma petite sœur. Elle avait 2 ans de moins que moi et a toujours été la préférée de nos parents. Quand nous étions petits, je ne comprenais pas pourquoi elle recevait plus d'attention, plus de cadeaux, plus d'affection. Ma mère a toujours dit que c'était parce que Céleste était plus fragile, plus sensible. J'ai accepté cette explication et j'ai essayé d'être la sœur aînée responsable en la protégeant et en prenant soin d'elle. Tout au long de mon enfance et de mon adolescence, j'ai remarqué des petites choses étranges. Céleste avait la peau plus claire que la mienne. Les traits du visage étaient différents. Quand je lui demandais, mes parents me répondaient toujours que c'était normal, que les frères et sœurs pouvaient être différents. On disait que je m'étais davantage inspirée de nos grands-parents paternels, alors que Céleste ressemblait à la famille de ma mère. Je n'ai jamais remis en question ces explications parce que je faisais aveuglément confiance à mes parents. À l'âge de 18 ans, quand je suis allée chercher mes papiers pour l'université, j'ai découvert que j'étais née à Abidjan, et non à Lyon comme je l'avais toujours cru. J'ai interrogé mes parents à ce sujet et ils m'ont dit que nous venions en fait de Côte d'Ivoire quand j'étais bébé. Ils m'ont dit qu'ils n'en parlaient pas parce qu'ils voulaient que je me sente complètement française. À l'époque, je pensais que c'était logique. De nombreuses familles immigrantes préfèrent ne pas parler du passé pour faciliter l'intégration de leurs enfants. J'ai fait mes études d'infirmière et j'ai obtenu un bon emploi à l'hôpital public de Lyon. J'ai épousé Thierry, un Français que j'ai rencontré à l'université, et nous avons eu 2 beaux enfants, Marcus et Léa. Ma vie semblait parfaite. J'avais construit une carrière solide, une famille heureuse, et j'avais entretenu de bonnes relations avec mes parents, avec Céleste. Du moins, c'est ce que je pensais. Céleste a choisi un chemin différent du mien. Elle a étudié le droit et est devenue avocate dans un grand cabinet à Paris. Elle a toujours été plus ambitieuse que moi, plus déterminée à avancer dans la vie. Nos parents étaient très fiers de sa réussite. Parfois, j'éprouvais une pointe de jalousie, mais j'essayais de me convaincre que c'était normal. Après tout, elle avait atteint une position prestigieuse dans une société qui n'est pas facile pour des gens comme nous. Au fil des années, j'ai commencé à remarquer que Céleste avait des informations sur notre famille que je n'avais pas. Elle savait des choses de notre enfance en Côte d'Ivoire dont je ne me souvenais pas. Quand je lui demandais ce qu'il en était de ses souvenirs, elle me disait toujours qu'elle avait une meilleure mémoire que la mienne ou que nos parents lui avaient raconté ces histoires à des moments où je n'étais pas là. J'ai accepté ces explications parce que je n'avais aucune raison d'être méfiant. La relation entre nous deux a commencé à se refroidir lorsque nos parents ont commencé à vieillir. Papa a développé des problèmes cardiaques et maman a commencé à présenter des signes de démence précoce. Comme je travaille dans le domaine de la santé et que j'habite plus près, j'ai naturellement pris la responsabilité de m'occuper d'eux. Céleste venait de Paris le week-end, mais c'était moi qui l'emmenais chez les médecins, qui organisais les médicaments, qui restait éveillée les nuits difficiles. Au cours de ces années à m'occuper de nos parents, j'ai commencé à me rendre compte qu'ils traitaient Céleste différemment. Quand elle est arrivée, c'était comme si le soleil entrait dans la maison. Il souriait davantage, devenait plus excité, mettait un point d'honneur à préparer leur plat préféré. Avec moi, qui étais là tous le jour, le traitement était plus formel, plus distancié. J'ai essayé de ne pas trop y penser. Après tout, il vieillissait et peut-être que c'était juste l'effet de l'âge. Une chose qui m'a toujours dérangée, c'est le fait que mes parents ne parlaient jamais de notre famille élargie en Côte d'Ivoire. Quand j'ai posé des questions sur les grands-parents, les oncles, les cousins, ils ont changé de sujet ou ont dit qu'il valait mieux ne pas toucher au passé. Céleste semblait en savoir plus aussi. Mais quand je l'ai interrogée, elle a dit que ce n'était que de vagues histoires que nos parents avaient racontées. Dans les derniers mois de la vie de son père, il a commencé à être de plus en plus confus à cause des médicaments. Parfois, il m'appelait par d'autres noms ou parlait de personnes que je ne connaissais pas.
Une fois, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'il était désolé, qu'il aurait dû me dire la vérité il y a longtemps. Quand je lui ai demandé quelle était la vérité, il était confus et ne pouvait pas l'expliquer. Je pensais que c'était juste les effets des médicaments et de l'âge. La dernière semaine de la vie de papa a été très difficile. Il a été hospitalisé à l'hôpital où je travaille, ce qui a rendu tout encore plus douloureux. Je passais presque tout mon temps libre dans sa chambre, lui tenant la main, parlant, essayant de le faire se sentir moins seul. Céleste est venue de Paris et y est restée quelques jours, mais elle semblait étrange, plus tendue que d'habitude. Plusieurs fois, je l'ai surprise en train de me regarder avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. La veille de sa mort, papa a appelé Céleste dans son lit et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. J'étais de l'autre côté de la pièce en train d'organiser ses médicaments et je n'entendais pas ce qu'il disait. Quand j'ai regardé dans leur direction, j'ai vu que Céleste pleurait et secouait la tête comme s'il était d'accord avec quelque chose. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, mais elle a dit que papa lui avait seulement demandé de s'occuper de maman. Papa est mort le lendemain matin pendant que je lui tenais la main. C'était un moment très triste, mais aussi un moment de paix, parce que je sais qu'il ne souffrait plus. Céleste est arrivée à l'hôpital 1 heure plus tard et nous avons pleuré ensemble en nous embrassant. À ce moment-là, j'ai senti que notre relation fraternelle s'était renforcée à travers la douleur de la perte. Les jours suivants furent un gâchis de préparatifs funèbres. Je me suis occupée des aspects pratiques, tandis que Céleste s'est occupée des aspects juridiques et bureaucratiques. Maman était très confuse à cause de la démence et ne pouvait pas comprendre pleinement ce qui se passait. C'était douloureux de la voir demander où était papa, comme s'il venait de partir au travail. Le jour de l'enterrement est arrivé gris et pluvieux, comme si le ciel était également en deuil. L'église était pleine de gens qui respectaient et aimaient papa. Des collaborateurs, des voisins, des amis de la communauté africaine de Lyon. Tout le monde avait des mots affectueux à son sujet, parlait de son honnêteté, de son travail acharné, de son dévouement à sa famille. J'étais fière d'être sa fille. Pendant la cérémonie, j'ai remarqué que Céleste était très nerveuse. Elle bougeait constamment les mains, me regardait avec une expression étrange, comme si elle voulait me dire quelque chose mais ne pouvait pas. Je pensais que c'était juste la nervosité des funérailles. Après tout, chaque personne réagit différemment à la perte. Quand nous sommes arrivés au cimetière, il a commencé à pleuvoir plus fort. Nous avions tous des parapluies, formant un cercle autour de la tombe. Le prêtre a dit « Laisse dernière prière » et ils ont commencé à descendre le cercueil. À ce moment-là, j'ai ressenti une douleur dans ma poitrine comme si mon cœur allait exploser. C'était vraiment la fin. Mon père, mon héros, était enterré pour toujours. C'est à ce moment-là que Céleste s'est approchée de moi. Elle frissonnait. Je ne sais pas si c'était de froid ou de nervosité. Sans dire un mot, elle m'a mis un papier plié dans la main et m'a chuchoté à l'oreille que je le lirais quand je rentrerais à la maison. Elle m'a dit que papa lui avait demandé de me donner cette note après l'enterrement. Je l'ai regardée avec surprise, mais elle a détourné le regard et s'est éloignée. Le reste de la cérémonie s'est déroulé comme un flou. J'étais curieux de connaître la note, mais j'avais aussi peur de la lire. Quelque chose m'a dit que ce morceau de papier allait changer ma vie pour toujours. Pendant le déjeuner que nous avons préparé chez mes parents après les funérailles, j'ai gardé la note dans ma poche et j'ai essayé de me concentrer sur les conversations avec les invités. Mais mon esprit revenait sans cesse à ce rôle. Quand tout le monde est parti et que je suis enfin rentrée à la maison, je me suis assis dans ma cuisine avec une tasse de thé et j'ai ouvert la note avec des mains tremblantes. L'écriture était celle de papa, un peu tremblante à cause de son âge, mais toujours reconnaissable. Les mots que j'ai lus ont complètement changé ma perception de qui j'étais et de ma place dans le monde. Ma chère Aminata, si vous lisez ceci, c'est que je n'ai pas eu le courage de dire la vérité en personne. Tu n'es pas ma fille biologique. Sa vraie mère était ma sœur, Fatou, morte en couche en Côte d'Ivoire. Marie et moi t'avons élevée comme notre fille, parce que nous t'aimons depuis le premier jour. Céleste est notre unique enfant biologique. Pardonnez notre lâcheté. Tu as toujours été aimée comme une fille. J'ai lu et relu ces mots des dizaines de fois, mais mon cerveau a refusé de traiter ce qui était écrit. Cela ne pouvait pas être vrai. Comment mes parents ont-ils pu me mentir pendant 42 ans? Comment Céleste a-t-elle pu connaître cette vérité et ne me l'avoir jamais dite? J'avais l'impression que toute mon identité avait été détruite en quelques secondes. J'ai tout de suite appelé Céleste, mais elle n'a pas répondu.
J'ai envoyé des messages désespérés pour demander des explications, mais elle n'a pas répondu. J'ai passé toute la nuit éveillée, à pleurer, à essayer d'assembler les pièces du puzzle. Maintenant, beaucoup de choses avaient un sens. Pourquoi j'étais traitée différemment? Pourquoi Céleste en savait toujours plus sur notre famille? Pourquoi je ne me sentais jamais complètement à ma place? Le lendemain, Céleste m'a enfin appelée. Sa voix tremblait lorsqu'elle confirma que la note était vraie. Elle m'a raconté qu'elle avait découvert la vérité à l'âge de 15 ans lorsqu'elle a entendu une conversation entre nos parents. Ils lui ont fait jurer qu'elle ne me le dirait jamais, que cela me ferait beaucoup de mal. Pendant toutes ces années, elle a porté ce secret seule. Céleste m'a expliqué que Fatou, ma mère biologique, était la sœur cadette de papa. Elle est tombée enceinte très jeune en Côte d'Ivoire et est décédée lors de mon accouchement de complications. Papa et Marie, qui n'avaient pas encore d'enfants, ont décidé de m'adopter et de m'emmener en France pour me donner une vie meilleure. Ils m'ont enregistrée comme leur fille et n'ont jamais dit la vérité à personne. Pendant les jours qui ont suivi, j'étais dans un état de choc total. Je ne pouvais pas travailler. Je ne pouvais pas m'occuper correctement de mes enfants. Je ne pouvais même pas sortir du lit certains jours. Mon monde avait été bouleversé. Je ne savais plus qui j'étais. Si je n'étais pas la fille de mes parents, qui étais-je d'ailleurs? Quels autres mensonges avaient été racontés de mon vivant? Le pire, c'était le sentiment que toute ma vie avait été construite sur de fausses bases. Tous les souvenirs d'enfance, tous les moments de famille, toutes les traditions que je pensais être les nôtres, tout cela avait été un jeu de rôle. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. Après 2 semaines sans pouvoir fonctionner normalement, j'ai décidé que j'avais besoin de réponses. Je suis allée chez maman, qui était encore confuse à cause de la démence, et j'ai essayé de lui parler de Fatou. Dans les moments de lucidité, elle a confirmé l'histoire que Céleste m'avait racontée. Maman m'a dit qu'elle m'avait toujours aimée comme une fille, qu'elle n'avait jamais fait de différence entre moi et Céleste dans les sentiments, seulement dans le traitement parce qu'elle savait que je n'étais pas biologiquement à elle. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. La différence de traitement n'était pas due à un manque d'amour, mais à une étrange forme de culpabilité et d'insécurité. Mes parents avaient peur que je découvre la vérité, que je les abandonne. Ils ont essayé de compenser cela en étant plus prudents avec moi, plus formels, comme si j'étais un invité spécial dans leur maison. Céleste et moi avons eu plusieurs conversations difficiles au cours des semaines suivantes. Elle m'a dit combien il était difficile de porter ce secret pendant toutes ces années. Plusieurs fois, elle a voulu me dire la vérité, surtout quand elle a vu à quel point je me sentais différent ou rejeté. Mais la peur de détruire notre famille l'empêchait de parler. Elle a également révélé qu'elle se sentait toujours coupable d'être la vraie fille alors que je venais d'être adoptée. Au fil du temps, j'ai commencé à traiter ces informations d'une manière plus mature. J'ai réalisé que, indépendamment de la biologie, papa et maman m'aimaient vraiment. Ils m'ont donné une vie meilleure en France, m'ont éduquée, m'ont soutenue dans tous les moments importants. Le fait que je n'étais pas biologiquement leur fille n'a pas effacé tout l'amour et les soins qu'ils ont reçus pendant 42 ans. J'ai aussi commencé à mieux comprendre Céleste. Porter un secret aussi lourd pendant tant d'années n'a pas dû être facile pour elle. Elle m'a expliqué qu'elle se sentait souvent seule, parce qu'elle ne pouvait pas partager ce poids avec qui que ce soit. Maintenant que la vérité était exposée, notre relation a commencé à devenir plus vraie et plus étroite. J'ai décidé de chercher des informations sur ma mère biologique, Fatou. Grâce à des contacts dans la communauté ivoirienne de Lyon, j'ai pu en savoir plus sur elle. C'était une jeune femme joyeuse qui rêvait d'être enseignante. Elle est morte à l'âge de 20 ans en essayant de me donner naissance. D'une certaine manière, en savoir plus sur elle m'a aidé à compléter mon identité. Je n'étais pas seulement Aminata, la fille adoptive. J'étais aussi la fille de Fatou, une femme courageuse qui est morte en me donnant la vie. Aujourd'hui, 6 mois après cette terrible journée au cimetière, je peux dire que je suis paix avec la vérité. J'aime toujours papa et maman comme mes parents, parce que qu'est-ce qu'ils ont toujours été pour moi. Mais aujourd'hui, je porte aussi avec moi le souvenir de Fatou, ma mère biologique, qui m'a donné la vie même si elle savait que cela pouvait coûter la sienne. Ma relation avec Céleste s'est beaucoup renforcée. Nous sommes maintenant de vraies sœurs, pas seulement par l'éducation, mais par choix. Nous avons tous les deux décidé de prendre soin de maman ensemble, en partageant les responsabilités et les décisions. Elle continue à vivre à Paris, mais vient plus souvent à Lyon, et nous nous parlons presque tous les jours.
J'ai appris que la famille n'est pas seulement une question de sang ou de biologie. La famille, c'est l'amour, l'attention, la présence, le soutien. Papa et maman ont été mes vrais parents parce qu'ils m'ont élevé, m'ont aimé, m'ont enseigné des valeurs, ont été présents dans tous les moments importants de ma vie. Le fait que j'ai été adoptée n'y change rien. J'ai aussi appris que les secrets de famille peuvent être très destructeurs, même s'ils sont gardés avec de bonnes intentions. Si mes parents m'avaient dit la vérité dès mon plus jeune âge, j'aurais grandi en sachant exactement qui j'étais, sans ce sentiment constant de ne pas appartenir pleinement. Parfois, la vérité, même douloureuse, vaut mieux qu'un mensonge confortable. Aujourd'hui, je vous raconte cette histoire parce que je sais que de nombreuses familles portent des secrets similaires. Beaucoup de gens vivent avec le sentiment que quelque chose ne va pas, qu'il y a des informations importantes cachées. Si vous êtes dans une telle situation, sachez que la découverte de la vérité peut être douloureuse au début, mais qu'à la fin, elle apporte un sentiment de libération et de plénitude. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, écrivez « Vérité libératrice » dans les commentaires. Parlez de votre propre expérience avec les secrets de famille ou de la façon dont vous géreriez une situation similaire. Vos histoires peuvent aider d'autres personnes qui vivent des situations similaires.